On pense souvent que la guérison se trouve dans une pilule, dans une prescription, mais et si une partie de la solution se trouvait ailleurs? Aujourd'hui, on va explorer ensemble des outils thérapeutiques vraiment puissants qui viennent en complément de la médecine traditionnelle. Alors plongeons dans l'univers des thérapies non médicamenteuses, qu'on appelle aussi les TNM. On va voir comment, concrètement, elles sont en train de transformer la prise en charge et le quotidien de nombreux patients. Voici le programme. On va d'abord définir ce que sont ces thérapies. Ensuite, on explorera celles basées sur la stimulation sensorielle, puis le mouvement. On fera un focus tout particulier sur l'hypnose clinique. Et pour finir, on abordera les questions essentielles d'intégration et d'éthique. Bon, première chose, de quoi parle-t-on exactement quand on dit thérapie non médicamenteuse? Qu'est-ce que ça recouvre? Alors voilà, la clé, c'est de comprendre que ce ne sont pas juste des petits trucs, ce sont de vraies interventions bien structurées. Derrière, il y a toute une équipe, des médecins, des psychologues, des kinés, qui travaillent main dans la main. L'objectif, il est triple, traiter des symptômes bien sûr, mais aussi améliorer la qualité de vie et, point très important, prévenir les effets indésirables liés au traitement. Passons maintenant à une première grande famille de thérapies, celle qui passe par la stimulation. Comment le fait de solliciter les sens peut devenir un acte de soin à part entière? Ce tableau nous donne un bon aperçu. On voit par exemple la musicothérapie, l'art-thérapie. Toutes ces approches utilisent les canaux sensoriels et émotionnels. Elles sont incroyablement précieuses, notamment quand la communication par la parole devient difficile. Je pense par exemple aux patients qui souffrent de démence. Ça leur offre d'autres moyens de s'exprimer, de se connecter au monde et à eux-mêmes. Une approche vraiment intéressante dans ce domaine, c'est le concept Snoozilène. L'idée, c'est de créer un environnement multisensoriel spécialement conçu pour apaiser. Imaginez une pièce avec des lumières douces, des sons calmes, différentes textures à toucher. C'est un cocon sécurisant qui aide à réduire l'anxiété et à stimuler les sens en douceur. Après les sens, le corps. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du mouvement. Une activité physique bien pensée et bien encadrée peut être un outil thérapeutique extrêmement puissant. Attention, ici, le but n'est pas la performance sportive, pas du tout, que ce soit avec la gymnastique douce, le tai chi, ou même des activités avec des animaux comme le cheval, l'objectif est avant tout de maintenir l'autonomie du patient. On cherche à prévenir les chutes, à améliorer l'équilibre et aussi à reconstruire la confiance en son propre corps. Allez, maintenant on va faire un zoom sur une thérapie qui est de plus en plus utilisée et reconnue par la science, l'hypnose clinique. C'est très important de clarifier une chose. L'hypnose, ce n'est pas du sommeil. C'est un état de conscience complètement différent, un état d'attention très focalisé. On peut le comparer à ce moment où on est tellement absorbé par un bon livre ou un film qu'on oublie tout ce qui se passe autour. Eh bien, c'est un peu ça. Et les études d'imagerie cérébrale, les IRM fonctionnelles le confirment. Le cerveau est dans un état d'hyperconcentration bien particulier. Et justement, parlons science. La validation scientifique est un point essentiel. Il y a par exemple ce grand rapport de l'INSERM de 2015 qui a analysé des dizaines d'essais cliniques. Conclusion, il a confirmé la sécurité de la pratique et son efficacité dans des contextes bien précis, sans rapporter d'effets indésirables graves. C'est un outil sérieux. Concrètement, l'hypnose a 3 grands champs d'application en clinique. D'abord, l'hypnonalgésie pour gérer la douleur. Ensuite, l'hypnosédation qui peut être utilisée lors de certaines interventions pour réduire le recours aux anesthésiants. Et enfin, l'hypnothérapie, qui est une aide précieuse en psychologie, notamment pour l'anxiété ou les traumatismes. Il y a un exemple historique assez incroyable, c'est celui du compositeur Rachmaninov. Il était en pleine dépression, incapable de composer. C'est après avoir suivi des séances d'hypnothérapie qu'il a réussi à créer son chef-d'œuvre, le fameux concerto pour piano numéro 2. Une belle illustration du pouvoir de l'esprit. Très bien, on a vu ce que sont ces thérapies, on a vu des exemples concrets. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on intègre ces outils dans la médecine moderne, de façon à la fois sûre et efficace. Et là, on aborde un point absolument fondamental, l'éthique. C'est non négociable. La règle d'or, c'est que ces thérapies doivent toujours venir en complément des traitements médicaux nécessaires. Jamais elles ne doivent les remplacer ou même retarder la prise en charge. L'objectif, c'est d'offrir un soin global, pas de proposer une alternative hasardeuse. Pour conclure, on voit bien que les thérapies non médicamenteuses ne sont pas une médecine alternative, mais bien une extension de la boîte à outils thérapeutique moderne. Ça nous laisse avec une question ouverte pour l'avenir. Alors que notre compréhension du lien entre le corps et l'esprit ne cesse de grandir, quel rôle ces approches sont-elles amenées à jouer dans la pratique médicale de demain pour un soin toujours plus complet, plus humain et plus personnalisé ?